Il y a des silences qui durent trop longtemps pour être innocents. Pendant 19 ans, j'ai cru que mon grand-père n'avait simplement plus voulu de moi. Qu'il avait tourné la page. Que j'étais une case vide dans sa vie. Je vivais avec ça, comme on vit avec une vieille cicatrice qu'on finit par ne plus regarder. Et puis un soir de janvier, un notaire a frappé à ma porte avec une enveloppe. Et tout ce que j'avais accepté, tout ce que j'avais avalé sans me plaindre depuis l'enfance, s'est mis à prendre une forme très précise. La façon dont les choses se sont retournées ensuite reste jusqu'à la fin, parce que tu ne peux pas encore imaginer jusqu'où ça va. Je m'appelle Thomas Verdier. J'ai 36 ans. Je suis ébéniste. J'ai mon atelier dans une ancienne grange à 20 km de Caen, en pleine campagne. Je fabrique des meubles sur mesure, des pièces qui durent des décennies. Je travaille seul, avec mes mains, dans le silence. Ce n'est pas une trajectoire selon mon père. Ce n'est pas une carrière selon ma mère. Mon frère Julien, lui, a fait Sciences Po. Il est directeur de communication dans un groupe industriel à Paris. Il a un appartement avenue Niel, une femme qui travaille dans la finance, et 2 enfants que mes parents photographient à chaque réunion de famille comme des preuves de quelque chose. Moi, j'ai un atelier qui sent le bois et la cire. Et depuis l'âge de 16 ans, on me fait comprendre que c'est insuffisant. Mon père, Gérard Verdier, n'a jamais frappé. Il n'a jamais hurlé. Il a quelque chose de plus efficace, le commentaire qui semble anodin mais qui dure. À chaque dîner de famille depuis 20 ans, la même mécanique. Julien fait une chose. Mon père la mentionne. Puis il se tourne vers moi avec ce regard légèrement apitoyé, et il dit une version de la même phrase. C'est bien aussi, ce que tu fais. C'est utile. Comme s'il parlait d'un hobby. Comme si construire quelque chose de ses mains n'était pas réel. Comme si réel voulait dire bureau, costume et réunion en visioconférence. Ma mère, Isabelle, ne dit rien. Elle approuve par silence. C'est peut être pire. J'avais un grand-père. Henri Verdier. Le père de mon père. Charpentier de métier, reconverti dans l'immobilier locatif à la cinquantaine. Un homme qui sentait la sueur et le café, qui avait les mains larges et les mots rares, et qui, quand je venais le voir enfant, me regardait travailler le bois dans son garage comme si j'étais en train d'accomplir quelque chose d'important. Il était le seul à faire ça. Me regarder comme si j'étais suffisant. Quand j'avais 17 ans, il a disparu de ma vie du jour au lendemain. Mon père m'a dit, laconique, il y a eu des tensions. Il préfère garder ses distances. J'ai cherché à comprendre. Je n'ai pas eu d'explication. Les années ont passé. J'ai appelé une fois, à mes 18 ans. Mon père a décroché avant que la tonalité finisse. Il n'était pas là. Ne le rappelle pas, Thomas. Tu lui fais plus de mal que de bien en remettant ça sur le tapis. J'ai raccroché. J'avais 18 ans. Tu crois les adultes quand tu as 18 ans, surtout quand ils ont l'air sincèrement fatigués de toi. Il est mort en mars 2021. J'ai appris son décès 6 semaines après l'enterrement, par une phrase glissée dans une conversation téléphonique avec ma mère. À propos, le père de ton père s'est éteint en début de mois. Service privé. Famille restreinte. Tu travaillais, on n'a pas voulu te déranger. J'avais 34 ans. J'étais à 23 km. Je n'avais pas travaillé un seul week-end de mars. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien dit. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à l'atelier et j'ai raboté une planche pendant 1 heure sans m'arrêter parce que c'était la seule chose que je savais faire avec ce genre de douleur. Pendant 2 ans, j'ai laissé ça reposer. Le 14 janvier 2023, quelqu'un a sonné à ma porte à 19 h. Un homme d'une 60aine d'années, manteau gris, mallette en cuir usé. Maître Renaud Castel, notaire à Caen. Il a dit « Je vous cherche depuis 18 mois, monsieur Verdier. Votre grand-père a insisté pour que ce courrier vous soit remis en main propre. Votre père a refusé de me communiquer votre adresse. J'ai dû passer par le registre des entreprises pour retrouver votre atelier. Il m'a tendu une enveloppe épaisse, Kraft, cachetée à la cire. Mon prénom écrit dessus à la main. Je ne l'ai pas ouverte ce soir-là. Je l'ai posée sur l'établi. Entre un rabot et un pot de colle. Et je suis allé me coucher sans la toucher parce que je savais que ce qu'il y avait dedans allait changer quelque chose, et j'avais besoin d'une nuit pour être prêt. Je l'ai ouverte le lendemain matin, avec mon café, dans le silence de l'atelier. À l'intérieur, une lettre de 7 pages. Un livret bancaire.
une clé USB et une petite boîte en bois que j'avais fabriquée moi-même à 13 ans, dans son garage. Une boîte maladroite, avec un couvercle qui fermait de travers. Il l'avait gardée. La lettre d'abord. Mon Thomas. Si tu lis ceci, c'est que Renaud a fini par te retrouver. Je lui avais dit de ne pas abandonner. Tu es ébéniste, tu as une entreprise. Je savais qu'il y arriverait. Je veux que tu saches pourquoi tu n'as plus eu de nouvelles de moi à partir de tes 17 ans. Ce n'est pas parce que je t'avais oublié. C'est parce que ton père m'a mis devant un choix impossible. Il m'a dit que si je continuais à t'encourager dans ce qu'il appelait tes lubies, si je continuais à te parler de bois et de métiers manuels comme si c'était une voie digne, il t'empêcherait de me voir. Il avait la garde de toi sur ces mots, même majeurs. Je n'avais aucun moyen légal de te contacter sans que ça te coûte plus cher qu'à moi. Alors j'ai reculé. Et je le regretterai jusqu'à mon dernier jour. J'ai essayé autrement. J'ai envoyé des lettres à ton adresse chez tes parents jusqu'à tes 22 ans. Aucune réponse. J'ai appris par Renaud, il y a 3 ans, qu'elles avaient toutes été retournées à l'expéditeur. Ton père les interceptait. J'ai fait scanner chaque accusé de réception. Ils sont sur la clé USB. Quand tu as ouvert ton atelier en 2012, j'ai lu l'annonce légale dans le journal local. J'ai pleuré. Pas de tristesse. De fierté. J'ai découpé l'annonce. Elle est dans cette enveloppe aussi. Je t'ai constitué quelque chose. Pas pour compenser. On ne compense pas 19 ans. Mais parce que tu méritais d'être soutenu dès le début et que personne ne l'a fait. Je te laisse ma maison à Bayeux. Les 3 appartements locatifs rue Saint-Patrice. Mes économies. Et cette petite boîte que tu avais fabriquée à 13 ans et que j'avais mise en vitrine dans mon salon parce que j'étais fier d'elle. Tu n'as jamais été une déception, Thomas. Tu as été la seule personne de cette famille qui construisait quelque chose de réel. Je t'aime, fiston. Ton papy Henri. J'ai lu cette lettre 3 fois. À la 3e lecture, je ne pleurais plus. J'étais calme d'une façon que je ne m'étais jamais connue. Cette clarté froide qui arrive quand quelque chose que tu pressentais depuis 20 ans vient soudainement de trouver sa forme exacte. J'ai branché la clé USB. 3 dossiers. Le premier, 67 lettres numérisées, expédiées entre 2004 et 2012 à l'adresse de mes parents. Toutes retournées avec la mention retour à l'expéditeur. Sur l'une d'elles, l'écriture de mon grand-père dans l'enveloppe ouverte. Thomas, tu as 20 ans aujourd'hui. Je pense à toi. J'espère que les choses vont bien. Je suis fier de toi. Appelle-moi si un jour tu en as envie. Je répondrai toujours. Je n'avais jamais eu cette lettre. Le deuxième dossier, les accusés de réception des courriers recommandés envoyés par Maître Castel à mes parents entre 2021 et 2022 pour les informer de l'héritage. 7 courriers. Tous signés. Tous reçus. Aucun transmis. Le troisième dossier, 3 enregistrements audio. J'ai cliqué sur le premier. Sa voix a rempli l'atelier. Grave, posé, avec ce léger accent normand qu'il avait. Thomas. C'est papy. Tu viens d'avoir 25 ans. J'aurais voulu t'appeler mais ton père m'a demandé de ne plus essayer. Alors j'enregistre. Je sais pas si tu entendras ça un jour. J'ai lu que tu t'étais installé à ton compte. Ébéniste. Je savais que tu le ferais. Tu avais quelque chose dans les mains, déjà à 12 ans. Quelque chose que personne dans cette famille n'a jamais eu sauf toi. Continue. Peu importe ce qu'ils disent. Le deuxième enregistrement, il avait appris l'ouverture officielle de mon atelier. Fiston. J'ai vu l'annonce. J'ai montré ça à tout le monde ici. Le boulanger, le pharmacien, la voisine. J'ai dit, c'est mon petit-fils. Il construit des meubles. Des vrais. Je suis tellement fier. Il riait en disant ça. Un petit rire bref, un peu gêné d'être aussi ému. J'ai dû arrêter l'enregistrement. Parce que je me souvenais. Je me souvenais de l'inauguration de l'atelier en mai 2012. Mes parents n'étaient pas venus. Mon père avait dit qu'il avait une réunion. Ma mère avait dit que la route était longue. Mon frère avait envoyé un message. Bravo Thomas, bonne chance. 3 mots. J'avais inauguré seul, avec 2 amis et une bouteille de cidre. J'avais fait bonne figure. Mon grand-père, lui, il avait montré l'annonce au boulanger.
Le troisième enregistrement. Sa voix était différente. Essoufflée. Fatiguée. Thomas. C'est papy. Les médecins ont dit cette semaine que le cœur fatigue vraiment. Je t'écris aussi une lettre, Renaud Laura. Mais je voulais te parler. Te dire à voix haute. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à Gérard. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit à personne. Ce que tu fais de tes mains, c'est réel. C'est plus réel que beaucoup de choses dans cette famille. Je t'aime fiston. Construit encore longtemps. Je suis resté assis sur l'établi un long moment. L'atelier sentait le chêne. Dehors, il faisait froid. Puis j'ai appelé Maître Castel. Il m'a tout expliqué. La maison de Bayeux, estimée à 490 000 €. Les 3 appartements rue Saint-Patrice, valeur locative annuelle 28 000 €. Les placements, 310 000 €. L'assurance vie, 80 000 €. Total, un peu moins d'1 million. Mon père n'avait rien reçu. Par conception explicite, précisé noir sur blanc dans le testament avec un attendu rédigé de la main de mon grand-père, je lègue l'intégralité de mes biens à mon petit-fils Thomas Verdier, ébéniste, parce qu'il est le seul membre de ma famille qui ait jamais construit quelque chose. Mon père avait été notifié en juin 2021. Il avait signé l'accusé de réception. Il n'avait rien dit. Pendant 1 an et demi, il savait. Le dimanche suivant, j'ai pris ma voiture direction Caen. Dîner de famille mensuel. Julien était là avec sa femme. Mes parents. Moi. J'ai attendu le dessert. J'ai posé sur la table la lettre, la clé USB, et les 7 accusés de réception des courriers de Maître Castel. J'ai dit, je voudrais vous lire quelque chose. Ma voix était parfaitement calme. J'ai lu la lettre. Pas en entier. Les passages essentiels. L'éviction à mes 17 ans. Les 67 lettres retournées. L'annonce découpée dans le journal. La fierté au boulanger. Ma mère regardait la nappe. Mon père regardait les accusés de réception avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Quelque chose entre la colère et la peur. Julien regardait mon père. Quand j'ai fini, j'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé le 3e enregistrement. La voix de mon grand-père a traversé la pièce de séjour. Thomas. C'est papy. Les médecins ont dit que le cœur fatigue vraiment. Tu n'as pas à prouver quoi que ce soit. Ce que tu fais de tes mains, c'est réel. 2 minutes 20. Personne n'a bougé. Quand ça s'est arrêté, mon père a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Tu as été notifié en juin 2021. 7 courriers recommandés. Tous signés. Pendant 1 an et demi, tu savais que papy m'avait laissé quelque chose, et tu n'as rien dit. Pendant ce même an et demi, tu continuais à me regarder avec cet air apitoyé à chaque dîner. À me dire que c'était bien aussi, ce que je faisais. Mon père, on essayait de te protéger. Il n'était pas dans son état normal à la fin. Ce testament peut être contesté. La maison est à moi. Les appartements sont à moi. Le notaire a vérifié. Le testament est parfaitement valide, signé devant témoin, déposé 2 ans avant sa mort. Tu peux contester si tu veux. Ça te coûtera cher et tu perdras. J'ai reposé les papiers sur la table. Julien a dit doucement, « Papa, tu savais vraiment ?» Je me suis levé. Si tu veux en savoir plus, Maître Castel a les 67 lettres, les enregistrements et tout le dossier. Son numéro est sur la carte dans l'enveloppe. J'ai regardé mon père une dernière fois. Papy a dit que ce que je faisais était réel. C'est la seule évaluation qui m'ait jamais compté. Je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Un like si tu penses que la justice a finalement été rendue. C'est ta façon de voter. Les retombées ont été rapides. Mon père a envoyé un mail le lendemain. Il parlait d'ingratitude, de manipulation de la part de mon grand-père, de ce que ça allait faire à leur réputation dans la famille. Je l'ai lu jusqu'au bout. J'ai bloqué l'adresse. Ma mère a laissé un message vocal. Elle pleurait. Ton père n'a pas dormi de la nuit. Tu ne réalises pas ce que tu as fait. J'ai effacé le message. Julien m'a écrit 3 jours plus tard. Une ligne. Je ne savais pas. Je suis désolé. Dis-moi si tu veux qu'on se parle. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mais je n'ai pas bloqué son numéro.
En mars 2023, j'ai emménagé dans la maison de Bayeux. Ses outils de charpentier étaient encore dans le garage. Sa veste de travail accrochée derrière la porte. Une photo de lui et de ma grand-mère sur le buffet. Et au milieu du salon, sur une petite étagère, ma boîte. Celle que j'avais fabriquée à 13 ans. Couvercle de travers, joints approximatifs, bois mal raboté. En vitrine depuis 23 ans. Je l'ai prise dans les mains. Elle était exactement comme dans mon souvenir. Maladroite et solide. J'ai senti quelque chose se déposer. Pas de la tristesse. Quelque chose de plus calme. La confirmation que j'avais été vu par quelqu'un qui savait regarder. Le lendemain, j'ai appelé le lycée professionnel de Bayeux. J'ai proposé d'intervenir chaque trimestre dans les classes de Cap Menuiserie. Pas comme prof. Juste comme quelqu'un qui fait le métier et qui peut dire à des gamins de 16 ans que construire avec ses mains n'est pas un manque de quelque chose. C'est une forme de précision que beaucoup de gens ne développeront jamais. Le proviseur m'a dit oui le jour même. Le premier cours, il y avait une fille au fond qui regardait ses mains comme si elle n'était pas sûre qu'elle puisse faire quelque chose d'utile. Je lui ai montré comment tenir un ciseau à bois. Je lui ai dit, ce que tu construis avec ça, dans 30 ans, ça sera encore là. Essaie de dire ça d'une présentation PowerPoint. Elle a ri. Et elle a recommencé à regarder ses mains différemment. Ce soir-là, en rentrant à Bayeux, j'ai croisé le reflet de la maison dans la fenêtre de l'atelier. Les lumières allumées. Le jardin. La cheminée qu'il avait construite lui-même en 1978. J'ai pensé à lui. À ce qu'il avait dit dans le dernier enregistrement. Ce que tu fais de tes mains, c'est réel. Il avait raison. Ça l'a toujours été. Certaines personnes voient ce que tu construis du premier coup. D'autres ne le voient jamais. La différence, c'est qu'on n'a pas le droit de laisser les seconds décider de la valeur de ce qu'on fait. Mon grand-père ne l'a jamais laissé décider. Pendant 19 ans de silence forcé, il avait quand même découpé l'annonce. Il avait quand même montré ça au boulanger. Il avait quand même gardé la boîte. C'est ça, la famille. Pas ceux qui valident ta trajectoire quand elle ressemble à la leur. Ceux qui gardent la preuve de qui tu es même quand on les empêche de te le dire. Si cette histoire t'a donné cette sensation que les comptes sont enfin réglés, que la vérité finit toujours par trouver une porte, laisse un like. Ça prend 2 secondes et ça aide d'autres personnes comme toi à découvrir cette histoire.